Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Heureux. Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais partager avec vous toutes les clés pour être heureux à deux. Arrêtons-nous aujourd'hui sur l'émerveillement. L'émerveillement de son conjoint, bien sûr, ça va de soi. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission dans laquelle nous allons nous arrêter sur l'émerveillement. Mais avant, comme j'ai parlé dans le titre de l'émerveillement de son conjoint, je voudrais juste repréciser, parce que certaines personnes me rejoignent peut-être sur cette émission et ne sont pas des historiques, enfin des auditeurs historiques, je dirais. Rappeler que quand je parle de conjoint, je n'emploie pas ce terme dans son acception juridique. Donc, je ne suis pas en train de parler de mari et femme. J'évoque des personnes auxquelles vous vous êtes joint. Une personne à laquelle vous vous êtes joint devient votre conjoint. Parce que littéralement, étymologiquement, conjoint, c'est joint à. Donc, avec N. Côté de coller. Donc, que vous soyez dans une situation maritale, que vous soyez simplement en train de vous fréquenter, que vous soyez marié, pacsé, quel que soit le format, à partir du moment où vous entendez le mot conjoint, en tout cas sur le blog Couple Heureux, eh bien, vous savez que je fais allusion à cette réalité d'une vie commune sans aucune connotation juridique. Donc, soyons vraiment à l'aise là-dessus, parce que je crois que c'est important. La forme juridique, après, c'est une forme, comme je l'entends. Alors, revenons sur l'émerveillement aujourd'hui. Alors, est-ce que je vous demanderais peut-être de vous émerveiller devant votre conjoint, comme ça, en disant « oui, il est merveilleux ». Il est merveilleux. Ça pourrait être le début de la méthode Coué. C'est-à-dire, oh là là, il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux. Mais ça ne produit pas grand chose, en fait. Ce n'est pas vraiment ce que je voudrais vous demander de faire. Mais je voudrais quand même déjà vous poser la question de savoir au début comment vous avez commencé à vous sentir attiré par votre conjoint. Que vous ayez commencé votre relation avec une relation coup de foudre, vous vous êtes vus et paf, tout de suite vous avez su qu'il y avait quelque chose d'énorme qui allait se passer entre vous. Que vous ayez commencé votre relation avec une indifférence par rapport à on va dire même une animosité, c'est-à-dire que la personne avec laquelle vous êtes actuellement, vous ne pouviez pas la sentir, elle n'était pas dans les clous de ce que vous pressentiez pertinent pour une relation amoureuse, ou que votre relation ait commencé avec une camaraderie, une amitié, puis que ce soit construite dans un tissage du temps, ou que vous ayez commencé parce qu'on vous a dit que vous devez être avec telle personne. Voilà, on a à peu près brossé les 4 directions possibles qui vous ont conduit à être aujourd'hui en couple. Vous êtes passé par une phase d'émerveillement. Même si on vous a dit c'est comme ça, il faut que vous soyez avec elle ou avec lui. Et en fait, quand vous avez commencé à vous découvrir, vous avez rapidement été dans cette sensibilité particulière à la nouveauté, à la différence, à des sensibilités, des compétences, des manières d'être que vous ne connaissiez pas, que vous n'aviez pas, et que vous trouviez géniales, magnifiques, bénéfiques, louables, saines, agréables, sensibles. Et la liste pourrait se continuer, évidemment. En fait, vous êtes passé par ces phases de « waouh ». Et quand vous en parliez à des copains, à des copines, à vos parents, et quand vous êtes arrivé peut-être même à vos parents en disant « voilà, je vais te présenter lui ou elle avec lequel je voudrais me mettre en ménage, me marier, me paxer ou faire des bébés », ils ont bien vu, vos chers parents, que dans vos yeux, il y avait quelque chose de spécial, que ce soit vos collègues, même vos amis, vos copains, vos voisins, que quand vous parliez de lui ou d'elle, vous aviez quelque chose de spécial. Et cette chose de spécial dans votre regard, qui était perceptible par des gens qui vous connaissaient ou des gens qui ne vous connaissaient pas, relevait de l'émerveillement. Vous aviez le sentiment d'être en face de quelqu'un que vous trouviez particulier ou particulière et que vous aviez le sentiment de ne pas mériter. Il est trop bien, trop beau, trop grand, trop intelligent, trop pertinent, trop perspicace, etc. pour vous. Vous aviez le sentiment de ne pas le posséder aussi. C'était important de respecter son envergure au point de vous dire « mais je me donne à lui ou à elle, mais je ne veux pas le posséder ». Même si vous disiez « je voudrais que ce soit mon chéri », mais vous aviez cette volonté de respecter cette liberté. Et puis vous aviez le sentiment aussi de ne pas vous sentir sous le poids du devoir.
Mais vous ne voyez que des pouvoirs. Je ne devrais rien, je ne m'obligerai à rien pour lui ou pour elle, ça devient naturel. Il va de soi que ceci et que cela. Alors que je voyais le pouvoir, on pourra faire ci, on pourra faire ça, on pourra être ceci, on pourra être cela. Ce sentiment d'admiration était en relation avec un étonnement et qui nourrit ce que j'appelle justement l'émerveillement qui fait l'objet de cette émission aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes encore dans cette dynamique de l'émerveillement? Alors si vous êtes en relation avec votre chéri IE ou votre chéri I depuis quelques jours, quelques semaines, normalement vous êtes encore dans cette phase d'émerveillement. Donc ce serait un petit peu triché que de répondre à la question si vous êtes un tout nouveau couple. Mais ma question va plus pour ceux qui le sont depuis ne serait-ce que quelques mois, moins d'un an, ou un an, 3 ans, 5 ans, 7 ans, 13 ans, 20 ans. Est-ce que vous êtes encore dans l'admiration, dans l'étonnement, dans l'émerveillement, dans une forme de satisfaction nourrie par cet émerveillement? Je ne sais pas ce que vous avez répondu, mais qu'importe en fait. Je vous laisse la discrétion de votre réponse. Je voudrais vous dire que l'émerveillement, en fait, n'est pas une réalité objective. Il n'y a pas de vérité à l'émerveillement. Par exemple, on ne pourrait pas faire un calcul en disant si un homme se retrouve devant une femme qui a tel point, telle qualité et telle aptitude physique, plus telle capacité intellectuelle et telle manière de parler avec tel ton de voix, eh bien, ça déclenchera à coup sûr un émerveillement. Ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, l'émerveillement est très très subjectif. Il appartient à chacun de déterminer les raisons et les moments pour lesquels il ou elle vivra de l'émerveillement. C'est en réalité, on pourrait parler de ça en sciences, en neurosciences, de dire que l'émerveillement est le résultat d'une prédisposition intérieure. C'est comme si en fait vous aviez choisi il y a 10, 15 ou 20 ans d'installer en vous des éléments, des capteurs qui feraient que si tel et tel capteur, donc on va dire 3, 4 ou 5 capteurs étaient éveillés en même temps, cela déclencherait chez vous l'émerveillement. Alors que si on a peut-être 3 sur les 5 qui sont éveillés, eh bien on n'est pas encore en phase d'émerveillement, on est en présatisfaction, où on est peut-être émoussé, attisé à se dire tiens, est-ce que les 2 autres facteurs que je voudrais voir sur les 5 seront activés? S'ils sont activés, paf, l'émerveillement se déclenche. Vous n'êtes pas conscient d'avoir programmé cette prédisposition intérieure, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Vous êtes donc prédisposé à l'émerveillement. C'est comme si je pouvais dire autrement, de manière un peu plus terre à terre, dire pragmatique, c'est comme si vous étiez prédisposé à voir certaines choses. J'aime bien dans prédisposer, ça veut dire que vous avez mis en disposition avant que l'événement n'arrive, à vous dire je vais voir ça et ça et ça et ça, et si ces éléments-là, on va dire, si ces étoiles s'alignent, paf, ça déclenche l'émerveillement. Finalement, vous êtes vous-même responsable de votre émerveillement. Si votre conjoint vous émerveille, que vous dites « Waouh, mais il est comme ça et je trouve ça magnifique » ou bien « Waouh, il est comme ça et je la trouve vraiment touchante », vous êtes responsable de ce waouh et de cette perception du magnifique. Vous êtes responsable de ce waouh et de cette perception du « je me sens touché ». Et de la même manière, même si ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, vous êtes responsable de la blessure que vous ressentez quand votre conjoint fonctionne tel comme ça. Et vous êtes aussi responsable de la frustration qui est la vôtre quand il active tel et tel mode d'action, on va dire. L'émerveillement est le résultat d'une prédisposition intérieure. Vous avez mis en place un programme qui fait que quand vous appuyez sur le bouton et que l'alignement des 3, 4 on va dire starter se fait quasiment simultanément ou l'un après l'autre, il y a un déclenchement d'émerveillement. Pour illustrer cela, je voudrais prendre l'exemple du photographe. Je dis ça parce qu'en fait, j'ai pas connu vraiment beaucoup de photographes, mais j'admire le travail des photographes. Mais je parle de photographe, mais ça pourrait être aussi artiste peintre, mais je vais prendre d'abord le photographe. Le photographe, on va dire, a la capacité de choisir, de prédisposer son regard
pour voir des situations exceptionnelles, sensibles, voire de l'émotion, là où un œil lambda ne le verrait pas. Donc un photographe est capable de vous prendre un arbre mort, de photographier un tas d'ordures, un vélo à moitié cassé, un paysage dévasté, un désert, et de faire en sorte que, quand on regarde la photo, on se dit mais c'est incroyable, comment ça se fait qu'il ait été capable de prendre une photo et de proposer autant d'émotions simplement en un cliché. Alors ce qu'on ne sait pas parfois, pour ne pas dire souvent, et je pense que si Yann Arthus Bertrand m'écoutait, il dirait que oui, Pascal, c'est exactement comme ça, c'est que le photographe va chercher à créer son émerveillement. Il va changer d'angle, il va venir à un moment où la lumière est favorable. Et je pense à Yann Arthus Bertrand qui a fait un livre sur la Terre vue du ciel, où il a choisi les moments où il allait venir prendre la photo parce que la lumière permettait de faire cela. Donc on a réservé l'hélicoptère, on est venu faire un premier plan. On a vu que c'était pas bon après je ne sais pas combien de dizaines de clichés. Et il est revenu après pour réussir à faire en sorte que ce qu'il voulait voir soit visible. Je dirais même ce qu'il voulait donner à voir soit capté par son appareil photo pour être transmis à l'œil qui allait observer l'œuvre. On est là aussi dans la question d'une prédisposition intérieure. Qu'il s'agisse de Yann Arthus Bertrand, photographe français de renom, ou d'autres photographes moins réputés, la démarche est la même. Même une simple photo de mariage, même si vous allez simplement même chez le photographe et que vous lui dites, bon là, j'ai pas de portrait de moi, je voudrais avoir quelques photos de moi qui soient sympas, est-ce que vous pourriez me prendre en photo ? J'ai vu il y a quelques semaines la photo d'un ami que je connais depuis maintenant plus de 30 ans, chez un photographe, il a été prendre des photos, mais c'est impressionnant. Oui, c'est le même, je le reconnais. Mais l'œil que le photographe a posé sur lui, sur ce gars que je connais, fait que cet homme est ressorti autrement. On n'a rien rajouté pourtant à la réalité. On a juste changé la manière de le regarder. On a changé quelque chose à sa propre réalité. En fait, avec le ça, on peut être en ambiguïté. Je n'ai rien changé à mon ami, qui s'appelle Pierre-Yves au passage, s'il se reconnaît. J'ai rien changé à Pierre-Yves. Le photographe n'a rien changé à Pierre-Yves. Par contre, le photographe a changé quelque chose dans sa manière de regarder Pierre-Yves, qui fait que le rendu de la photo est différent. Vous pouvez faire la même chose sur votre conjoint. Je vais prendre, avant d'aller plus loin, l'exemple de l'artiste peintre. Et je vais, avant d'illustrer la chose, vous donner la citation de Paul Klee, qui est un peintre connu pour son art abstrait, et qui dit « L'art ne reproduit pas le visible, il le rend visible. » L'objet d'une œuvre d'art, d'un tableau, même quand on a mis quelqu'un comme sujet et qu'on va peindre cette personne, quand on est devant un paysage et qu'on va peindre une nature morte avec un bocal et une pomme sur une table, l'objectif n'est pas de reproduire à l'exactitude ce qui est devant nos yeux. L'objectif de l'artiste peintre est de donner un sens à ce qu'il voit. Ça veut dire qu'en fait, il ne va pas simplement recevoir le sujet, qu'il s'agisse d'une personne, qu'il s'agisse d'un paysage ou d'une nature morte, de quelques objets, mais il va recevoir et émettre en même temps. Ça veut dire qu'il y a une double action. L'artiste peintre est aussi acteur de ce qu'il voit. Vous l'êtes aussi dans votre regard sur votre conjoint. La question est de savoir si vous êtes conscient de ça. Et je sais que certains couples passent par des moments où ils sentent poindre une déception, un manque, une sorte de fadaise, j'allais dire de fadaise. On sent que le couple, le conjoint perd un peu de son sens, de son goût. Eh bien, je voudrais vous annoncer, madame, monsieur, que si votre conjoint perd un peu de son goût, ça n'est pas nécessairement, ou peut-être pas uniquement lié à votre conjoint, mais c'est aussi lié, ou peut-être parfois même en grande partie lié, à votre prédisposition intérieure. C'est-à-dire que votre conjoint vous envoie, même si de manière passive,
une image de lui, une manière d'être de lui, et que vous avez oublié que vous pouvez participer à créer l'image en vous disant que l'art ne produit pas le visible, mais il le rend visible. En vous disant qu'en tant que bénéficiaire de cette réalité de votre conjoint, vous pouvez être aussi collaborateur, participer à construire l'image de votre conjoint, de celui qui est en face de vous. Peut-être que vous pourriez le faire avec un exercice simple. Vous pouvez prendre pendant 30 jours, allez, moi je dis 30 jours pour dépasser les 21, mais j'aime bien me baser sur 21 jours au moins. Prendre le temps d'écrire tous les jours quelque chose que vous aimez chez votre conjoint, quelque chose qui vous émerveille. Et peut-être d'aller chercher aussi des choses qui vous ont émerveillé pour essayer de les voir de nouveau chez votre conjoint. Écrivez-le, peut-être que vous pouvez en écrire 1, 2, 3, 5, et que tous les jours vous cherchiez à voir dans ce que fait votre conjoint, dans ce que dit votre conjoint, dans ce que ne fait pas votre conjoint, comme dans ce qu'il ne dit pas, dans ce qu'il est, dans ce qu'il produit, dans sa manière de se poster, de s'asseoir, de se lever, de cuisiner, enfin, je ne sais pas. Vous pouvez trouver les domaines considérables d'éduquer vos enfants, que sais-je, des choses que vous aimez. Même si vous n'aimez pas tout ce qu'il ou elle fait dans l'éducation de vos enfants, il y a des choses que vous aimez de lui ou d'elle. Repérez-le, notez-les. C'est plus facile pour vous, écrivez-les vraiment. Et faites ça pendant au moins une vingtaine de jours, peut-être 30 jours, peut-être 1 an, peut-être plus, jusqu'à ce que vous ayez conscience que vous êtes en train de réactiver votre capacité à admirer votre conjoint. À vous dire, mais celui-ci ou celle-là, vraiment, je ne le mérite pas. Je ne me sens pas obligé de faire quelque chose pour lui ou pour elle, mais je reste dans cette admiration, dans ce régal, parce que je suis conscient d'être responsable de ce que je veux voir, dans ce que je veux croire aussi qui est présent en lui. Et je veux vivre les choses comme ci et comme ça avec lui. Par conséquent, je vais faire en sorte que ce soit comme je le veux. Finalement, c'est une manière d'ouvrir la boîte, de faire en sorte que vous sortiez votre conjoint de la boîte, que vous sortiez votre manière de vivre, votre couple de la boîte, pour commencer à le mettre sur une toile et à le faire vivre. Sans mettre de bord à la toile. J'aime bien cette idée, une toile. On mettra les bords après. Mais que vous soyez dans cette admiration, cette capacité à vous rapprocher, à prendre de la distance, à regarder, à changer d'angle, à regarder autrement et à vous dire, vraiment, mon mari, ma femme, quand on est paxé, comme on dit ça, mon compagnon, ma compagne, fonctionne comme ci ou comme ça. Je veux renouer, revivre l'admiration. Je veux activer l'admiration. Je veux réactiver l'émerveillement parce que je sais que ça va entretenir l'amour. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette émission. Elle vous a fait du bien ? Alors allez sur iTunes ou Google Podcast et donnez votre avis en mettant 5 étoiles. Ce sera vraiment sympa de votre part. Si vous voulez partager ce podcast, c'est facile. Une fois dans votre application podcast, choisissez le pictogramme partager et envoyez le lien à vos amis. Surtout, n'oubliez pas de me laisser des commentaires et vos questions juste en bas de l'émission. Je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt.